Salut à tous et bienvenue dans cette formation, bienvenue dans cette séance. Nous allons donc démarrer avec la prochaine séance de notre formation en SQL. Alors pour résumer, en fait, dans la formation, encore dans la séance de formation précédente sur le cours d'administration de base de données et MySQL, nous avons donc vu déjà comment créer une base de données à partir d'une interface graphique de MySQL. Nous avons également vu comment créer une base de données à partir des commandes SQL. Nous avons vu en fait qu'une base de données en fait est composée des tables, hein, des colonnes ainsi que des valeurs contenues dans ces colonnes-là. Nous avons donc vu également les différentes entités ou encore comment dirais-je, les différentes commandes utilisées donc par MySQL. Nous avons donc vu les commandes les plus utilisées en fait ou encore les plus importantes de MySQL dans le cours dernier. Nous avons donc commencé donc à étudier ces commandes-là, commande par commande. Et la commande par laquelle nous avons donc commencé notre étude, c'est la commande select. Nous avons donc à partir du cours précédent vu la commande select un peu plus en profondeur. Nous avons donc vu en fait comment utiliser la commande select avec sa variante, c'est-à-dire non seulement sans variante, pour pouvoir donc effectuer des recherches sur la base de données, puisque la commande select en fait nous permet donc de pouvoir extraire les données en fait d'une base de données en fait, ou encore hein, de manière plus spécifique d'une table d'une base de données. Donc la commande select, nous avons donc vu en fait ces différents attributs ou encore la clause qui accompagne donc généralement la commande select. Nous avons vu la clause where, mais avant la clause where, nous avons également vu la commande distinct ou encore l'expression distinct en fait qui permet donc une fois utilisée avec la commande where, pardon, la commande select, excusez-moi, une fois utilisée donc avec la commande select, la commande distincte permet donc de pouvoir distinguer en fait, ou encore extraire les données de manière distincte à travers une base de données. Alors donc, nous avons donc également vu la clause where, donc qui est également utilisée donc avec la commande select. Et la clause where donc nous permettait donc de spécifier les différentes conditions. Hein, les conditions donc, comment dirais-je, hein, liées à notre opération ou à notre recherche. Cette condition, lorsqu'elle avait donc une valeur vraie, puisque c'est une booléenne aussi, lorsqu'elle avait donc une valeur vraie, elle nous permettait donc de générer en fait le résultat hein, que nous voulons. Donc aujourd'hui, nous allons donc continuer avec toujours les commandes SQL et cette fois-ci, nous allons donc continuer avec le AND, le OR et le NOT. Mais avant cela, nous avions donc donné en fait un exercice la dernière fois. Donc, il était question que chacun puisse créer ou encore recréer en fait la base de données que nous avions vue en fait dans nos différentes dans nos différents exemples. Donc, il s'agissait en fait de cette base de données que chacun devait donc créer à partir de MySQL. Donc, vous allez voir que pour un moment, nous allons tout d'abord nous attarder en fait sur les commandes, sur la compréhension, la maîtrise des commandes SQL. Puis maintenant, nous allons donc quitter W3 Schools afin donc de nous concentrer maintenant de manière spécifique uniquement sur les TP, sur l'administration des bases de données avec MySQL. Et pour cela, nous allons donc prendre des cas réels. Mais pour l'instant, étant donné que nous sommes en train de maîtriser tout d'abord les commandes SQL, il a donc été question que chacun puisse donc recréer cette base de données à partir hein, de son SGBD MySQL. Donc, alors, est-ce que vous avez rencontré des préoccupations par rapport à cela, des difficultés à créer cette base de données? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a rencontré des difficultés à créer cette base de données? Donc, si la personne est là, donc vous levez tout simplement la main et vous exprimez la difficulté que vous avez rencontrée afin que nous puissions apporter une solution ensemble sur votre difficulté. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont rencontré des difficultés lors de la création de cette base de données?
Ce n'est pas comme ça qu'on lève la main, monsieur André. Il y a le bouton lever la main au niveau des participants. Vous cliquez sur participants et vous allez voir le bouton lever la main. Vous ne levez pas la main à partir de la caméra. Bon, on vous écoute. Votre micro est-il activé? C'est bon? Oui, allô? Oui, monsieur. Voilà, je disais que j'ai eu un problème au niveau de la 11e ligne. En créant ma base de données, j'ai sauté la 11e ligne et je suis venu sur la 12e ligne. Donc, Oui, quand j'ai fini de créer ma base, je voulais en fait insérer la 11e ligne. oui. Voilà, j'ai eu comment on appelle, un problème sur ça. Et puis, il y a des lignes qui se sont euh, répétées 2 fois. Donc, je voudrais supprimer en fait les lignes qui se sont répétées. Là. D'accord. Là maintenant, nous sommes dans. Vous êtes maintenant. Alors, ça veut dire que vous n'avez pas eu de problème à créer la base de données en question. C'est bien ça? Oui, monsieur. OK. Parce que là maintenant, ce que vous demandez, c'est autre chose que nous allons bien évidemment voir lorsque nous allons voir cette commande, la commande delete. Donc, delete veut dire supprimer. Donc, c'est la commande qui va nous permettre en fait de pouvoir supprimer une opération que nous avons préalablement effectuée. Ou encore, de manière plus spécifique, cette commande nous permettra donc de pouvoir supprimer des données dans une table associée donc à une base de données. Donc, patientez lorsque nous arriverons à la commande delete et vous verrez donc comment faire ce type d'opération. Pour l'instant, D'accord. je voulais juste savoir si vous avez eu des difficultés à créer la base de données. Donc, si vous aviez créé la base de données, ça, c'est l'objectif recherché pour là où nous en sommes jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour la suppression ou encore pour la correction des erreurs que vous avez peut-être effectuées pendant l'administration de votre base de données. Donc, en ce moment-là, il y a donc des commandes spécifiques là-dessus que nous allons donc voir plus tard dans ce cours. D'accord, monsieur. Merci, monsieur. OK. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ou quelqu'un d'autre a peut-être rencontré une difficulté pendant la création de cette base de données de clients? Vous savez, lorsque vous allez passer l'examen de base alors, je ne vais pas donner la date puisque cette vidéo est normalement censée être utilisée pour toutes les différentes sessions. Mais très bientôt, pour ceux qui vont passer en fait l'examen de fin de formation de base, vous savez que vous allez en fait, après cet examen, vous n'allez plus envoyer, c'est-à-dire vous n'allez plus envoyer en fait vos membres, c'est-à-dire plus tard après cet examen, vous n'aurez plus envoyer vos membres ou vos candidats du projet de parcours à partir d'un fichier Excel. Maintenant, vous allez les administrer dans une base de données en fait que Emantic va vous donner. Donc, vous allez administrer ces membres-là et voilà, donc de manière hebdomadaire, vous allez tout simplement expédier votre rapport. Mais ça sera maintenant plus un fichier Excel ou bien CSV, ça sera maintenant un fichier SQL que vous allez donc envoyer à Emantic. Et là maintenant, Emantic pourra donc questionner la base de données et extraire directement les différents candidats que vous avez eu, comment dirais-je, à rassembler dans votre communauté au niveau du projet de parcours. Mais cela, nous allons voir ça plus tard. Tout d'abord, nous continuons donc avec notre formation. Donc, je me réjouis du fait que voilà, chacun a pu créer la base de données et l'administrer sans aucun souci. Donc, ça prouve donc que le cours a été bien assimilé par les uns et les autres. Donc, maintenant, nous allons donc le continuer. Alors, nous allons donc continuer aujourd'hui avec la commande and ou encore l'opérateur and, or, et
not, ok? Donc, les opérateurs and, or et not sont donc des opérateurs logiques, ok? Donc, je vais d'abord traduire ceci en français pour les uns et les autres. Donc, vous savez déjà comment cela se passe. Alors, toujours sur notre ressource, sur notre complément de cours W3 Schools, nous allons donc voir en fait l'opérateur and, l'opérateur or, l'opérateur not. Alors, déjà en français, le and veut dire le et. Ok, le et est un opérateur logique. Par exemple, si je dis par exemple, X est un homme et X est une femme. Alors, quelle est la valeur en fait de cette condition? C'est-à-dire, X est un homme et X est une femme. Alors, si je mets par exemple X et X, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que cela est vrai ou bien cela est faux? Quelqu'un ne peut pas être à la fois un homme et une femme. Et donc, par conséquent, si on utilise l'opérateur et, ça rend donc la condition fausse. Donc, voilà, ça c'est juste un rappel de l'opérateur et. Maintenant, pour l'opérateur ou, par exemple, donc si je dis X est un homme ou X est une femme, là, je viens d'utiliser l'opérateur ou en anglais, c'est or. Si je dis par exemple mon père ou ma mère, alors je vais dire my father or my mother. Donc le or en anglais veut dire ou en français. Donc or dans SQL est un opérateur qu'on utilise en fait dans les différentes conditions. Vous voyez en fait ici on a parlé en fait des conditions booléennes. Donc la condition 1 et la condition 2. Il faudrait que la condition 1 soit vraie et que la condition 2 soit vraie pour que les deux soient vrais. Alors, on va revenir sur ça plus tard. Tout ce que je voulais vous faire comprendre tout à l'heure, pour un premier temps, c'est ce que signifie le and, ce que signifie le or et ce que signifie le not. Donc, nous étions donc sur le or. Et donc, j'ai dit tout à l'heure, en prenant toujours mon exemple, si je dis par exemple, Amadou est un homme ou alors Amadou est une femme. En ce moment-là, la condition peut être vraie. C'est-à-dire, si je dis Amadou est un homme ou Amadou est une femme, là, ça peut être vrai. Pourquoi? Parce que le ou est utilisé. En ce moment-là, Amadou n'est pas un homme et une femme en même temps. Donc, soit Amadou est une femme ou alors Amadou est un homme. Donc là, j'ai utilisé en fait l'opérateur ou ici. Alors, maintenant, vous voyez par exemple que si je dis Amadou est un homme ou alors Amadou est un homme, ça, c'est une opération également vraie. Bref, on va voir cela plus tard lorsque nous allons étudier en fait les booléennes. Mais c'est ce que signifie en fait la commande or. Or signifie ou, n'est-ce pas? Alors, maintenant, si je dis not, not veut dire la négation. Not, c'est la négation. Ça veut dire pas du tout. OK? Donc, alors, la négation est utilisée en fait dans la booléenne pour pouvoir dire le contraire de ce que nous voulons exprimer. Par exemple, si je dis Amadou, not homme, ou encore Amadou, not femme, ça veut dire Amadou n'est pas un homme, ou encore Amadou n'est pas une femme. Donc, si je veux dire par exemple le contraire de, comment dirais-je, de, disons bonjour, ok? Si je veux dire par exemple le contraire de vivre, par exemple, au lieu de dire dans l'expression booléenne, au lieu de dire la mort, je vais dire not entre parenthèses vivre. Donc, lorsque l'ordinateur rencontre la commande not entre parenthèses vivre, ça veut dire entre autres, ça veut dire la mort. Donc pour lui, lorsqu'il voit l'opérateur not avant quelque chose, automatiquement, il doit faire le contraire de ce qui se trouve dans cet opérateur-là. Donc, voilà donc à quoi servent en fait ces différents opérateurs. Voici à quoi, comment dire, ce que signifient les différents opérateurs. Donc, jusqu'ici, vous devez uniquement comprendre ce que signifient ces trois opérateurs. OK? Leur rôle, vous pouvez encore ne pas comprendre jusqu'à présent et c'est normal parce que nous n'en sommes pas encore là. Mais ce que vous devez comprendre, c'est ce que ça signifie d'abord. Donc, ça signifie le et. Donc, c'est un opérateur, le et. Ça signifie le ou. Et là, ça signifie le non, ok, ou encore le pas du tout. Donc voilà. Donc voilà ce que signifient en fait ces trois opérateurs. On les appelle des opérateurs
logique. Alors, maintenant, on dit la clause where peut donc être combinée avec les opérateurs and, or et not. OK? Donc, on dit les opérateurs and, or et not sont donc utilisés pour filtrer les enregistrements en fonction de plusieurs conditions. OK? Je répète, les opérateurs and, c'est-à-dire le et or, OK, c'est-à-dire le ou, sont utilisés pour filtrer les enregistrements en fonction de plusieurs conditions. Ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire que si j'aimerais extraire des données dans une table, OK, d'une base de données, une ou plusieurs tables de bases de données, en utilisant plusieurs conditions, en ce moment-là, je dois utiliser le and ou alors le ou. Je répète avec d'autres phrases. Vous avez vu dans comment dirais-je, dans le cours dernier, que nous avons donc vu la clause where. La clause where, on a dit en fait qu'elle était utilisée avec la commande select, n'est-ce pas? On a vu comment l'utiliser avec la commande select. Nous pouvons également utiliser la clause where d'autres façons que nous allons voir en fait plus loin dans ce cours. Mais pour l'instant, la commande que nous avons vue être utilisée avec la clause where, c'est la commande select. Et nous avons donc vu que lorsqu'il fallait préciser une condition, en ce moment-là, on faisait donc appel à la commande, comment dirais-je, à la clause where. Par exemple, on a voulu sélectionner par exemple les clients qui sont de la France, par exemple. En ce moment, nous avions utilisé non seulement la commande select, mais en plus de cela, comme nous devions spécifier le pays, on a maintenant utilisé la clause where, c'est-à-dire where pays est égal à France. Nous avions vu cela dans le cours précédent. Cependant, vous voyez donc que ça, c'était seulement une seule condition. C'était seulement une seule condition. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que cependant, s'il y a une seule condition, je n'ai pas besoin d'utiliser le and, le or et le not. Pardon, le and et le or. Je n'ai pas besoin de les utiliser lorsqu'il s'agit d'une seule condition. Dans l'exemple précédent avec la France, nous avons vu par exemple que pour pouvoir extraire les clients de la base de données qui sont de la France, en ce moment-là, il fallait donc spécifier cette condition après la commande select. Donc, select par exemple nom, prénom, pays et autres. From, voilà la table client, c'est-à-dire from customers, where, maintenant on a mis where, country est égal à France. Donc, on a mis where country est égal à France. Là, maintenant, c'est une seule condition. Maintenant, imaginez donc que on veut ajouter une autre condition. On veut les gens qui sont bien sûr de France, mais qui sont également dans la ville Paris. C'est-à-dire, on veut connaître quels sont nos clients qui sont en France, mais qui habitent la ville de Paris. Donc, j'aimerais savoir quelles sont les personnes qui vivent en France, mais qui habitent la ville de Paris, n'est-ce pas? Donc, en ce moment-là, il y a deux conditions. Il faut que la personne soit en France et il faut que la personne habite à Paris. Donc, je ne vais plus dire seulement where pays est égal à France. Non, je vais maintenant dire where pays est égal à France and, c'est-à-dire et, and pays est égal, pardon, and ville est égal à Paris. Parce que là maintenant, il y a deux conditions. Cette explication est là pourquoi? C'est pour soutenir en fait hein, l'explication qu'on vous a donnée donc ici. Lorsqu'on dit les opérateurs and et or, uniquement ces deux-là sont utilisés pour filtrer les enregistrements en fonction de plusieurs conditions. Donc, lorsqu'on a plusieurs conditions et qu'on veut donc filtrer les enregistrements, en ce moment, on utilise soit le and et ou encore le or en fonction de ce que nous voulons ressortir de la base de données. Par exemple, si je voudrais donc extraire de ma base de données les clients qui viennent ou encore mes clients qui sont du Mali et du Sénégal, par exemple, en ce moment-là, vous voyez donc que j'ai utilisé quoi l'expression ou, c'est-à-dire les clients qui sont soit du Mali ou alors du Sénégal.
Donc là, j'ai utilisé en fait l'expression ou, n'est-ce pas? Ça veut dire que quels que soient les pays que j'ai dans ma base de données, je veux tout simplement sélectionner les clients qui sont soit du Mali, soit du Sénégal, ou encore les clients qui sont au Mali ou encore au Sénégal. Donc en ce moment-là, je ne vais plus utiliser le and, puisque je vais dire where pays est égal à Mali, or pays est égal à Sénégal. Parce qu'en ce moment, je voudrais soit l'un, soit l'autre. Donc, si quelqu'un est au Sénégal et qu'il est aussi au Mali, tant mieux. Mais s'il est au Sénégal ou alors qu'il est au Mali, tant mieux également. Mais là maintenant, ce qui est prioritaire, c'est le ou. Mais si je dis le and, ça veut dire qu'il faut forcément que les deux soient dans ces deux pays, c'est-à-dire les clients qui sont au Mali et les clients qui sont au Sénégal. Si j'utilise le et, c'est-à-dire le and, ça va me ressortir obligatoirement ceux qui sont du Mali et ceux qui sont du Sénégal. Alors, voyons donc voir quelques exemples afin donc de mieux comprendre. Alors, on précise ici que l'opérateur and affiche un enregistrement si toutes les conditions séparées par and sont réunies. Ça veut dire s'ils sont vrais ou encore s'ils sont true. Et là, je pense que chacun a compris ce message-là. Donc, c'est ça que je ne fais que dire depuis. Donc, pour dire quoi? Il faut que la condition 1 et la condition 2 soient tous réunis afin que l'opérateur AND affiche un enregistrement. Par exemple, si je dis, je voudrais les clients qui sont du Mali et du Sénégal. Regardez ce que je viens de dire. Les clients qui sont du Mali et du Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faudrait que ces clients-là soient à la fois du Mali et du Sénégal. En ce moment, s'il n'y a pas de client qui n'est pas à la fois du Mali et du Sénégal, il ne pourra ressortir aucun résultat avec l'opérateur AND. Mais s'il existe un client qui est du Mali et du Sénégal en même temps, en ce moment-là, on peut donc ressortir, il y aura un résultat au moins qui va sortir de la base de données. OK? Donc, on dit l'opérateur OR affiche un enregistrement si l'une seule, au moins, des conditions séparées par OR est réunie ou encore est true. Alors, ça sont les termes que vous allez trouver en fait dans le langage SQL. Le terme true, le terme false. True, dans ma SQL, veut dire vrai. False, vous allez généralement voir ce terme. False s'écrit F-A-L-S-E. F-A-L-S-E. Voilà comment on dit faux en anglais. Donc, false veut dire faux en anglais. True veut dire vrai en anglais. Vous allez généralement voir ce terme dans le langage MySQL, mais également dans les langages de programmation. Donc, voyons donc continuer avec nos exercices. Tout d'abord, voici donc la syntaxe de la manière dont la commande select est utilisée avec la clause where. Donc, lorsque nous avons donc plusieurs conditions, voilà donc comment cela peut se représenter. Exemple numéro 1, avec l'opérateur AND. On met donc select, colonne 1 ou encore propriété 1 et propriété 2 ou encore colonne 1 et colonne 2 from la table concernée, OK, where la condition 1 et la condition 2 et la condition 3 et etc. la condition n sont réunies. Ça, c'est l'exemple de la syntaxe, ou encore, ça, c'est la syntaxe d'utilisation de la commande select liée à la commande where avec plusieurs conditions en utilisant l'opérateur AND. Maintenant, ça, c'est pour la syntaxe avec le ou encore le OR. Donc, on met select colonne 1, colonne 2, from la table de la base de données concernée, where la condition 1 est réunie, ou alors la condition 2 est réunie, ou alors la condition 3 est réunie. OK? Alors, disons que dans notre base de données, OK, nous avons des personnes qui nous viennent de l'Europe, nous avons des clients qui nous viennent de l'Europe, des clients qui nous viennent de l'Afrique, des clients qui nous viennent de l'Asie. Cependant, nous voulons juste rentrer en contact avec nos clients qui sont de l'Afrique en fait. Et nous savons qu'en Afrique, nos entreprises, par exemple, sont représentées, disons, au Ghana
et au Burkina Faso. En ce moment-là, si je voudrais toutes les personnes qui sont en Afrique, je ne vais pas dire select, nom et prénom, etc. from client africain, where pays est égal à Ghana et pays est égal à Burkina. Si je dis where pays est égal à Ghana et pays est égal à Burkina, j'ai utilisé l'opérateur et. Ça veut dire qu'il faudrait nécessairement que les clients qui doivent ressortir de cette base de données soient à la fois du Ghana et du Burkina Faso. Mais si je veux juste avoir mes clients qui me viennent de l'Afrique, en ce moment, je vais donc dire select, oui, nom, prénom, etc. from table, disons, Afrique, where pays est égal à, disons, Burkina Faso, or, non, là, je n'utilise maintenant plus le and, mais j'utilise le or, pays est égal à, je mets maintenant le Ghana. En ce moment-là, ça va donc rechercher dans la base de données les personnes de l'Afrique qui sont soit du Ghana ou alors du Burkina Faso. Donc, en ce moment-là, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Donc, ça va nous ressortir donc non seulement les personnes, s'il existe des personnes qui sont au Burkina seulement et qu'il n'y a pas de clients au Ghana, ça va seulement sortir donc les clients du Burkina. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On dit l'opérateur OR affiche un enregistrement si l'une seule, au moins, hein, pas que obligatoirement une, mais au moins s'il y a une seule condition, au moins, ok, des conditions séparées par OR qui est vrai, en ce moment-là, ça va donc ressortir un résultat. Mais pour que le AND puisse afficher un enregistrement, il faudrait que toutes les conditions séparées par AND soient vraies. Donc, il faudrait que le client soit à la fois du Burkina et du Ghana afin qu'il puisse être affiché comme résultat. S'il n'est pas à la fois du Burkina et du Ghana, il ne peut pas donc ressortir dans les résultats. Donc, voilà donc un exemple de la manière dont le OR est utilisé et le AND. On va voir ça dans les exemples tout à l'heure. Ça, c'est juste la syntaxe que je vous explique. Tout à l'heure, nous allons prendre quelques exemples. Donc, voilà donc en ce qui concerne les deux syntaxes. Lorsque nous avons donc l'expression avec le OR, soit que nous avons donc l'expression where avec la clause where avec donc l'opérateur OR, ou alors que nous avons donc la clause where avec l'opérateur AND. Donc, voilà dans les deux syntaxes. OK? Donc, maintenant, en ce qui concerne l'opérateur not, alors pour l'opérateur not, OK, donc voilà, donc pour lui, c'est tellement facile de l'utiliser. OK? Ah, c'est à chaque fois que nous avons à extraire des résultats de la base de données hein, en utilisant en fait le principe de la négation. Alors, quel est le principe de la négation? Je vous explique avec un exemple, toujours le même exemple que nous avons pris tout à l'heure. Par exemple, nous avons des entreprises, hein, un peu partout, comment dirais-je, en Afrique, en Europe, en Asie, etc., etc. Alors, cependant, cette multinationale veut maintenant, comment dirais-je, envoyer un mail à ses clients. Cependant, ce mail-là est un mail qui est rédigé en anglais, pardon, en français, disons même comme ça, en français. Et il sait donc que, voilà, en Europe, ses clients lisent le français. En Afrique, ses clients lisent le français. Mais en Asie, ses clients ne lisent pas le français. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut extraire uniquement les mails des personnes, de tous ses clients, sauf ceux qui sont en Asie. Sauf ceux qui sont en Asie. Donc, vous voyez que là maintenant, il veut extraire les coordonnées de tout le monde, sauf ceux qui sont en Asie. Vous voyez que là, je viens d'utiliser en fait, ou encore, il veut utiliser, donc ça c'est en d'autres termes, il veut extraire les coordonnées de tous ceux qui ne sont pas asiatiques. Vous voyez que là, je viens d'utiliser donc la négation. Extraire les coordonnées de tous ceux qui ne sont pas asiatiques, parce qu'on doit les envoyer un mail en français. Puis maintenant, après, nous pourrons donc extraire les données de tous ceux qui ne sont pas africains, européens et, disons même, américains, voilà, afin que nous puissions donc envoyer un mail en chinois donc, à tous ceux qui ne sont pas de ces continents-là. Donc, vous voyez donc là maintenant, j'utilise la négation. Comment est-ce que dans la syntaxe de MySQL, je vais donc dire cela? Je vais dire select
Voilà les informations que je veux, peut-être nom, prénom, numéro de téléphone, etc. From la table des, voilà, des clients. Where not. Là maintenant, je vais dire where not Asie ou encore asiatique. OK? Donc, si on a donné par exemple, comment dirait le continent d'origine et qu'on a mis par exemple le continent d'origine comme colonne, en ce moment-là, je vais donc dire where not continent d'origine est égal à asiatique. Mais voyons donc voir cela dans les, comment dire, en exemple afin que nous puissions donc voir ce que ça donne. OK? Alors, nous avons donc ici notre base de données que nous avons donc vue depuis la semaine dernière. Et je pense que depuis que nous avons commencé ce cours, beaucoup gagnent dans le vocabulaire informatique anglais. Donc, beaucoup gagnent déjà dans ce vocabulaire-là avec les exemples que nous prenons, comme nous sommes avec les explications en français sur le système anglophone avec des exemples, utilisant donc des termes anglophones. Donc, ça vous permet donc de vous adapter plus rapidement au système anglophone et d'augmenter, d'enrichir au même moment, en fait, votre vocabulaire en anglais informatique. Donc là maintenant, nous avons donc le Customer ID, donc l'idée du client, le Customer Name, le nom du client, le Contact Name, c'est-à-dire comment dirais-je, le nom de notre contact. Et là maintenant, nous avons donc l'adresse de résidence. Donc nous avons City, qui est donc la ville où la personne réside. Nous avons donc ici le code postal, postal code, et le country, qui est donc le pays. OK, donc maintenant, dans notre base de données que nous avions créée, nous avons donc ici cet exemple. L'instruction SQL suivante sélectionne donc tous les champs des customers où country est égal à Allemagne et ville est égal à Berlin. Alors, c'est un peu comme l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Donc, les personnes qui sont à la fois en France et qui habitent Paris. Donc, voici donc un de ces exemples ici. Donc, select all from customers where country est égal à Germany and city est égal à Berlin. Donc, ici, on est en train de sélectionner toutes les informations de la table client où le pays est égal à Germany, donc l'Allemagne, et la ville est égale à Berlin. En d'autres termes, en français humain, nous sommes donc en train d'extraire tous les clients qui sont à la fois de l'Allemagne et qui habitent la ville de Berlin. OK? Donc voilà. Donc vous voyez donc qu'on a utilisé l'opérateur et parce qu'il faudrait que la personne soit de l'Allemagne et qu'il habite en fait Berlin. Essayons donc cette commande par nous-mêmes. Donc, je vais donc essayer cette commande pour que chacun puisse voir ce que cela donne. Donc, voici la commande en question. Donc, je vais tout d'abord, voici la commande en question. Select étoile from customers where country est égal à Germany and city est égal à Berlin. Donc, voyons donc exécuter cette commande. Run SQL. Automatiquement, ça me sort donc qu'une seule personne dans la base de données, habite Berlin et qu'il est de l'Allemagne, Et nous avons vu dans notre base de données ici qu'effectivement, la seule personne, regardez les countries ici. Donc, dans notre base de données, il n'y a qu'une seule personne qui est de Germany ou encore de l'Allemagne. Et voilà donc cette personne ici. Voilà donc pourquoi lorsque j'ai saisi donc cette commande, ça m'affiche donc uniquement Alfred Frotoskis. Donc ce n'est que lui qui est, comment dirais-je, qui est de Berlin, qui habite Berlin et qui est de l'Allemagne, Donc on peut varier en fait cette commande de nous-mêmes. Alors maintenant, je voudrais en fait sélectionner, disons que je voudrais sélectionner dans la base de données tous les clients qui ne sont pas de Berlin, qui ne sont pas de Berlin, c'est-à-dire qui ne sont même pas de l'Allemagne. En ce moment-là, je vais dire select étoile from customers where, vous voyez, là c'est les clients qui sont de l'Allemagne, n'est-ce pas? Mais ceux qui ne sont pas de l'Allemagne, je vais mettre not ici et je vais mettre ça entre parenthèses, pour dire que voilà, je veux les clients qui ne sont pas, voilà, de l'Allemagne, Puis je vais donc faire point virgule et je vais donc faire run SQL. Et là, ça me sort tous les clients qui ne sont pas de l'Allemagne. Vous voyez, donc tous ceux-ci là ne sont pas de l'Allemagne. Voici country.
OK, tout ce qui s'affiche, c'est tous les clients, France, Espagne, Canada, Royaume-Uni, Argentine, Mexique, etc., la Suède, et tout ça là. Donc, mais il n'y a aucune personne venant de l'Allemagne. Donc, ça m'a tout sélectionné, sauf les personnes, ça m'a tout extrait, sauf les personnes qui sont en Allemagne. Pourquoi? Parce que j'ai mis, voici les personnes qui sont en Allemagne, mais je veux ceux qui ne sont pas, OK, de ce résultat-là. Donc, voilà donc pourquoi ici, nous avons utilisé l'opérateur not. OK? Maintenant, si je veux les personnes qui sont soit de l'Allemagne ou alors dans notre pays, OK? Disons que je veux uniquement que la base de données me ressorte les personnes qui sont soit de l'Allemagne ou par exemple, comment dirais-je, je vais enlever le not. Disons qu'on veut voir les clients, tous les clients en fait, hein, qui sont soit de l'Allemagne ou alors de la France, ok? Donc là maintenant je vais mettre where country est égal à Germany or country est égal à France. Là j'ai utilisé le or parce que je veux les personnes qui sont soit de l'Allemagne ou alors de la France. Voilà donc pourquoi j'ai utilisé l'opérateur ou. Donc après avoir donc fait cela, je vais donc faire run SQL. Et là, ça me sort donc uniquement les personnes qui sont soit de l'Allemagne, soit de la France, n'est-ce pas? Donc, j'ai uniquement les personnes qui sont soit de l'Allemagne, soit de la France. Donc, disons, si je veux par exemple une personne qui est à la fois de l'Allemagne et à la fois de la France, hein, ce qui est presque impossible. Donc, mais sauf si la personne, en fait, nous gérons une base de données qui a une double nationalité. Mais comme dans notre base de données, en tout cas, on va voir s'il y a une double nationalité qui est gérée ici. Donc, les personnes qui sont à la fois de l'Allemagne et à la fois de la France, voyons donc voir s'il y en a. No result. Donc, il n'y a aucune personne qui est au même moment de l'Allemagne et au même moment de la France. Voilà donc pourquoi on vous a dit pour l'opérateur AND, allons donc encore dans le cours, l'opérateur AND affiche un enregistrement si toutes les conditions séparées par AND sont vraies ou encore sont true. Donc voilà donc pourquoi, comme il n'existe personne qui est à la fois de l'Allemagne et à la fois de la France, il n'y a donc aucun résultat. Mais si je change le AND et que je mets le OR, donc vous allez donc voir que, comme on a dit dans le cours que l'opérateur OR affiche un enregistrement si l'une des bases de données séparées par OR est true. Si l'une des conditions, pardon, séparées par OR est true. Donc, il suffit qu'une seule de ces conditions soit au moins vraie pour que, voilà, l'expression donne donc une bonne valeur. Donc, est-ce que cette condition au moins est vraie? Est-ce qu'il est vrai qu'il y a des personnes qui sont de l'Allemagne? Oui, c'est vrai. Donc, si au moins ceci est vrai, ça va au moins nous sortir les personnes qui sont de l'Allemagne. Bon, est-ce qu'il y a aussi des personnes qui sont de la France? Est-ce que c'est vrai au moins qu'il y a des personnes qui sont de la France? Oui, ça aussi, c'est vrai. Donc, voilà, donc ça fait déjà même qu'il y a deux conditions qui sont vraies. Donc, ça nous affiche donc les deux résultats. Donc, run SQL, voilà. Donc, maintenant, si je prends par exemple, hein, vous voyez donc que dans notre base de données, par exemple, il n'y a pas, disons, le Sénégal. OK? Si je dis donc, par exemple, les personnes qui sont soit de l'Allemagne ou alors du Sénégal, donc remplaçons par exemple France par Sénégal. OK? Sachant très bien qu'il n'y a pas de Sénégalais en fait dans notre base de données ici, dans W3 Schools. Donc, en ce moment-là, si je fais Run SQL, ça va me sortir, alors, ça va me sortir uniquement les personnes qui sont de l'Allemagne, puisqu'il n'y a pas de personnes qui sont du Sénégal. Voyons donc voir cela. Donc, Run SQL, et là, j'ai uniquement les personnes qui sont de l'Allemagne. Donc voilà donc comment cela se passe. Donc vous voyez en fait, lorsque vous gérez une application qui gère par exemple hein, des personnes ou encore des employés au niveau de la fonction publique, du gouvernement et autres, nous voulons rechercher par exemple les personnes qui vont aller en retraite dans un an. Donc les personnes dont, comment dirais-je, hein, lorsqu'on fait par exemple 60 moins leur âge, ça fait par exemple 1. Donc, en ce moment-là, on sait déjà que ces personnes vont aller en retraite dans moins d'un an. Donc, on peut également spécifier cette condition-là ici. Si on veut, par exemple, le nombre de personnes hein, qui ont un salaire supérieur à 150 000 francs à la fonction publique, on peut le faire ici. Vous pouvez même déjà créer vous-même votre base de données et vous entraîner en fait dans ce type
de requête. Vous voyez donc que la base de données, en fait, ici, lorsqu'elle gère des informations, son seul rôle, ce n'est pas uniquement de sauvegarder les informations, mais la base de données également doit permettre à la gestion, ok, à l'interrogation, en fait, du contenu des tables de cette base de données-là, afin de pouvoir nous ressortir des informations qui nous aident, en fait, dans nos différentes opérations. Donc, voilà donc pourquoi dans les entreprises, dans les fonctions publiques, au gouvernement et autres, hein, surtout les gouvernements qui se respectent et qui veulent toujours être à la pointe de la technologie, vous allez donc voir en fait que dans ces gouvernements-là, voilà, donc il existe toujours des informaticiens certifiés dans les bases de données qui sont uniquement là pour rendre en fait ce type de rapport. Mais vous voyez donc que ici, cet informaticien ne va pas toujours venir en fait dans son SGBD MySQL pour taper les commandes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer une application et cette application-là va donc avoir une interface et des boutons. Et donc, dans chaque bouton, s'il dit par exemple recherche, voilà, disons des clients qui sont, recherche des clients par exemple, c'est une option de son application, il clique sur recherche des clients. Maintenant, dans recherche des clients, il a programmé une interface qui permet de préciser le pays. Donc, l'utilisateur, lui, il va tout simplement mettre le pays et il va cliquer sur rechercher. Vous voyez que lorsqu'il clique sur rechercher, s'il a cliqué par exemple sur Germany, automatiquement, tous les clients de Germany vont être affichés sur le logiciel et il pourra donc enregistrer cela en forme de fichier Excel. Alors ici, ce que je voudrais vous faire comprendre ici, c'est que vous voyez donc que lorsque nous aurons donc fini d'apprendre les bases de données, maintenant pour ceux qui voudront donc, ceux qui vont être des experts dans la programmation, vous allez donc voir qu'à un moment donné, vous allez commencer à concevoir des applications qui répondent à des besoins bien spécifiques. Et ces besoins-là seront généralement rattachés à des bases de données. Donc, toutes ces commandes-là, ce sera déjà donc des commandes qui sont déjà pré-programmées ou encore des commandes programmées en fait. Donc, une fois programmées dans votre application, il suffira tout simplement de les lier à des boutons et une fois votre application créée, le client va tout simplement utiliser les boutons pour exécuter maintenant ces commandes-là. Donc, la base de données, elle sera donc sur un serveur, mais le logiciel, quel que soit à partir ou encore le pays à partir duquel le logiciel est utilisé, il est connecté via Internet à cette base de données. Et il peut donc interroger, par exemple, quelles sont, par exemple, les opérations, les clients qui ont donc effectué une opération à l'entreprise. Quels sont les clients qui ont fait des dépôts? Quels sont les clients qui ont fait des retraits? Quels sont, voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a émis un transfert à partir de Western Union, même s'il a fait à partir du Burkina Faso, du Sénégal, etc. Et que, voilà, la personne qui doit retirer est, par exemple, en France. Voilà, on peut interroger maintenant la base de données pour voir maintenant si il y a voilà des clients venant du Burkina Faso qui ont émis une, comment dirais-je, qui ont fait une expédition ou voilà un transfert et ouais, le code MTCN est égal à voilà 0, 1, 2, 3, 4, etc., etc. Donc, dès que l'opération la condition est vérifiée, automatiquement, ça sort donc le nom, le prénom, l'adresse email, numéro de téléphone et autres de la personne qui a envoyé. Et maintenant, on va vous demander voilà, quel est le nom de la personne qui a envoyé, quel est le code que la personne a envoyé, etc. Dès que vous fournissez cela, on compare avec ce qu'il y a dans la base de données et on vous sert votre argent. Donc, voilà comment est-ce que cela fonctionne. Et ils font tout ça à partir des applications. Ceux qui font ça dans les agences, comment dirais les agences Express Union, MoneyGram, etc., ils ne connaissent même généralement rien au niveau des bases de données, mais on les a tout simplement appris à utiliser en fait l'application. Donc, c'est généralement les programmeurs, des experts en programmation, donc qui créent ce type d'application. Et ces applications-là, on les appelle les applications réseau. Les applications réseau, en fait, sont des applications qui sont destinées à utiliser les réseaux informatiques pour fonctionner et qui sont liées directement à des bases de données en général. Donc, voilà donc en ce qui concerne la manière dont cette connaissance va beaucoup et énormément vous servir. Sans compter donc pour ceux qui veulent devenir des experts au niveau de l'administration des bases de données, pour ceux qui veulent devenir des experts au niveau de l'intrusion, de l'analyse des données, etc. Donc, vous êtes tous concernés en fait par le langage SQL. Donc, vous allez voir que
même pour ceux qui sont dans la sécurité, vous savez qu'on ne peut pas faire sécurité informatique. Voilà, si on ne sait même pas auditer un serveur web, auditer une base de données, voir que par exemple une base de données est vulnérable ou pas, etc., etc. Généralement, en fait, lorsque le hacking est né, le hacking est d'abord né en informatique avec l'intrusion des bases de données. Donc ça a été développé à partir de l'intrusion des sites internet. C'est beaucoup plus par là en fait que l'on a connu en fait le hacking. Donc, si vous lisez en fait l'histoire du hacking en fait sur Wikipédia, vous allez voir en fait à partir du moment, le moment à partir duquel en fait cela a commencé à faire du fléau en informatique. Mais retournons donc à notre formation et continuons là où nous nous sommes arrêtés. Nous avions donc vu à partir d'un exemple que nous pouvons donc à partir de l'opérateur AND ou l'opérateur OR ressortir donc les personnes qui sont donc qui vérifient une condition ou une autre lorsque nous sommes avec l'opérateur OR, ou alors ressortir les personnes qui obligatoirement respectent une condition et l'autre. Donc voilà donc dans quel contexte l'opérateur OR et AND sont donc utilisés. Nous avons donc également vu avec l'opérateur NOT que nous pouvons donc extraire les personnes ou encore extraire des données en fait d'une base de données en utilisant la négation. Donc par exemple, je vais extraire toutes les personnes qui ne sont pas des hommes dans ma base de données. En ce moment-là, je vais dire where not sexe est égal à homme, par exemple. Donc, etc., etc., etc. Donc, vous comprenez maintenant la logique de ces différents opérateurs-là. Alors, cependant, voyons donc continuer. Lorsque on veut donc combiner, par exemple, le et, le ou et le non, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Vous pouvez également donc combiner les opérateurs and, or et not. Alors, l'instruction SQL suivante sélectionne donc tous les champs de customers où pays est égal à Allemagne ou encore Germany. Donc, et ville doit donc être Berlin ou alors, vous voyez donc ici, dans cet exemple-là, on est en train de vouloir extraire nos clients qui sont bien sûr de l'Allemagne, ils doivent être de l'Allemagne, mais, en même temps, c'est-à-dire et, ils doivent être soit de Berlin ou alors de München. Donc, voilà en fait les conditions. Je veux extraire de ma base de données tous les clients qui sont, disons, du Mali ou alors tous les clients qui sont du Mali, mais qui vivent soit à Bamako ou alors dans une autre ville. Alors, je ne maîtrise pas très bien toutes les villes du Mali. Donc, vous voyez un peu l'exemple en fait que je voudrais en fait vous, comment dirais-je, que je vous propose ici. Si je prends par exemple le cas de n'importe quel pays, bref, vous comprenez maintenant la logique. Donc, on voudrait les personnes d'un pays, par exemple, mais qui en même temps soit ou encore vivent soit dans une ville ou alors dans une autre. OK? Donc, disons que je suis un président qui vous a maintenant engagé pour créer une base de données en fait pour mes militants. En ce moment-là, donc, je suis un président de parti et je vous engage pour créer une base de données pour mes militants. De telle sorte à ce que, à chaque fois que nous voulons faire campagne quelque part, on va faire campagne pour dépenser moins d'argent. On va battre notre campagne dans des villes qui sont les plus rapprochées. Ça veut dire que, par exemple, si on suppose, par exemple, Abidjan et, disons, Bassam, ou encore Abidjan et, disons, Dabou, qui sont deux villes très rapprochées, en ce moment-là, je sais que si je vais battre ma campagne là-bas, je peux directement ensuite, le lendemain, continuer à Abidjan. Donc, le carburant, le budget en carburant, le budget en déplacement, etc., ne sera pas comme si je quitte d'Abidjan et je vais directement à Yamoussoukro. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce que je vais commander à mon informaticien, l'expert informaticien maintenant, je vais lui dire, extrais-nous de la base de données des militants, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, mais qui sont d'Abidjan ou alors de Dabou. Donc, une fois que la personne extrait donc ces personnes, j'ai donc toutes les personnes qui sont d'Abidjan ou de Dabou. Donc, tout cela mélangé maintenant, je peux donc les envoyer un message, soit par SMS et par mail, pour leur dire, voilà, votre président sera donc là
dans une semaine pour battre campagne. Donc, mobilisez-vous, mobilisez les associations, les équipes, etc. Nous allons donc battre cette campagne-là. Vous voyez donc, en ce moment, il fallait donc que je précise le pays, mais en même temps que ces personnes-là vivent dans une ville ou dans une autre. Donc, voilà donc le contexte dans lequel nous avons donc utilisé ici, where country est égal à Germany, and, entre parenthèses maintenant, on met l'opérateur ou, la condition de l'opérateur ou, and, city est égal à Berlin, ou alors city est égal à München. Alors, donc, voyons donc essayer encore cela par nous-mêmes et nous allons donc prendre quelques questions et préoccupations si les uns et les autres rencontrent des soucis de compréhension. Alors, donc, on nous dit select étoile from customers. Donc, notre table s'appelle customers, where Germany and, entre parenthèses, where country est égal à Germany and, entre parenthèses, city est égal à Berlin or city est égal à München. Alors, maintenant ici, lorsqu'on valide donc cette commande, qu'est-ce que cela nous donne? On nous dit en fait qu'il y a deux personnes qui sont donc, comment dirais-je, de Germany, donc qui vivent donc en Allemagne. Et ces deux personnes-là, parmi ces deux personnes, il y en a une qui est en Berlin, au Berlin, pardon, en Berlin, oui, et il y en a également une qui est à München. Alors maintenant, lorsque je vais donc dans la base de données que l'on m'a donnée en fait, pardon, lorsque je vais donc dans la base de données en fait qui fait office de cet exemple-là, je me rends donc compte que effectivement, il y a donc deux personnes. Non, c'était pas cette base de données. Bref, je me rends donc compte que dans la base de données, en fait, ah, d'accord, c'est la base de données, en fait, de l'exemple, de l'exercice. Dans la base de données, il y a donc deux personnes qui sont soit de Germany, voilà, mais chacune de ces personnes vivent dans une ville de l'Allemagne, n'est-ce pas, bien spécifique. Donc, nous avons donc une de ces personnes qui vit, comment dirais-je, en Berlin et l'autre qui vit donc à München. Donc, voilà donc comment cela se passe. Ça fait donc que si dans notre exemple de tout à l'heure, c'était Abidjan et Dabou, donc en ce moment, le président de ce parti-là, il sait déjà maintenant, voilà, combien de flyers il doit produire, combien de SMS il doit envoyer, combien de mails il doit envoyer, combien, par exemple, de collations il doit préparer pour recevoir ses militants, etc., etc., etc. Donc, du coup, ça fait qu'avec ce type de requête, on est capable donc de mieux rediriger en fait nos différentes voilà, requêtes. Alors, vous savez que euh, lorsque le SQL n'existait pas encore, imaginez donc que le SQL n'existait pas encore et que même dans notre exemple de ce président de parti, il voulait en fait maintenant uniquement donner l'information à ceux qui sont, comment dirais-je, à Dabou et à Abidjan pour leur dire qu'ils ils arrivent. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il allait faire? Il serait obligé en fait tout d'abord d'avoir de consulter toute la paperasse de tous ces militants et puis maintenant feuille par feuille aller donc voilà retenir en fait cocher les noms de ceux qui sont à Abidjan, cocher le nom de ceux qui sont à Dabou. Il fait comme ça feuille par feuille, feuille par feuille parmi les millions de feuilles qu'il aura donc dans ses archives. Vous voyez donc en ce moment-là, ça serait fastidieux. Donc voilà donc avec le SQL, le travail qu'une personne pourrait donc faire en disons des mois, voilà qu'en une seule fraction de seconde, on est donc capable d'avoir exactement le même résultat. OK? Donc, voilà donc, chers amis, en ce qui concerne donc le and, le or et le ou. Maintenant, je suis à vous s'il y a donc des différentes questions ou des préoccupations par rapport à ces différents opérateurs. Y a-t-il des questions ou des préoccupations? Si tout est OK, voilà, vous pouvez juste confirmer que tout est OK et nous allons donc avancer.
D'accord. Ça, c'est un cours très facile. Donc, voilà pourquoi vous voyez que ça coule à flot. Ce ne sont pas des cours, compliqués. Il n'y a pas de physique, il n'y a pas de mathématiques, il n'y a pas de comment dirais-je, de philosophie. Voilà, c'est vraiment direct parce que c'est très pratique comme vous le voyez. Là, nous agissons directement avec les commandes. Et comme chacun a déjà créé sa base de données en fait sur le MySQL, vous pouvez également donc tester cela. Donc, si vous ne voulez pas faire ces tests-là sur la plateforme de TP de W3 Schools, vous la faites directement sur votre MySQL. Alors, cette plateforme est idéale également pour ceux qui, peut-être pour des soucis peut-être d'ordinateur, hein, n'ont pas pu installer en fait à l'immédiat leur plateforme MySQL. Donc, ça permet également à ce qu'ils puissent être au même niveau que tout le monde, voilà, en attendant de régler peut-être leurs petits soucis sur l'installation de Apache. Mais voilà une alternative en fait que vous pouvez toujours utiliser en fait hein, pour vos TP. Alors donc, nous allons donc continuer avec la prochaine commande. Donc, on a donc ici la commande order by. Nous allons voir la commande order by et nous allons voir la commande insert into. Et c'est en ce moment que nous allons donc nous arrêter pour notre séance d'aujourd'hui. Alors, voyons donc voir la commande order by. La commande order by, comme son nom l'indique, permet donc d'ordonner les fichiers en fonction d'un critère, pardon, ordonner les résultats en fonction d'un critère bien spécifique. Voyons donc traduire ceci en français pour les uns et les autres. Puis nous allons donc continuer. Alors, le mot-clé order by. Alors, le mot-clé order by est utilisé donc pour trier le jeu de résultats par ordre croissant ou décroissant. OK? Le mot-clé order by trie donc les enregistrements par ordre croissant par défaut. Alors, pour trier les enregistrements par ordre décroissant, utilisez donc le mot-clé desk. OK? Desk ici en anglais, c'est le diminutif en fait de descending. OK? Et ask ou encore ASC, c'est le diminutif de ascending. OK? Ou encore ascendant. OK? En anglais, lorsqu'on dit en fait que quelque chose est grandissant ou ascendant, on va dire ascending. OK? En anglais, lorsqu'on va dire en fait que c'est décroissant, on va dire descending. Donc, voilà en ce qui concerne donc ces diminutifs. Voilà donc ce que cela signifie. Ce sont donc des codes qui sont donc utilisés, des mots-clés qui sont donc reconnus par toutes les bases de données en fait du monde qui utilisent le langage SQL, donc leur permettant donc de pouvoir trier quelque chose de manière soit descendant ou encore ascendant. Alors donc voyons donc voir cela directement au niveau de notre base de données. En fait, comme vous l'avez donc constaté, on va directement à l'exemple. Supposons cette base de données, notre base de données habituelle. Voilà donc pourquoi j'aime beaucoup plus W3 School, c'est parce que les exemples en fait qui sont donnés vous permettent d'être toujours sur le même tempo. Donc, vous travaillez avec la même base de données en fait tout au long de la formation jusqu'à ce que vous atteigniez en fait le niveau de la maîtrise. Alors donc, ce que nous allons donc faire ici, dans notre exemple, nous allons donc utiliser le mot-clé order by, ok? Donc, alors, order by en français veut dire trier par. Donc, trier par. Donc, si je veux par exemple, alors, nous sommes déjà dans l'exemple. Alors, l'instruction SQL suivante, donc, sélectionne tous les clients de la table clients ou encore de la table customers triés par la colonne pays. OK? Donc, c'est trié donc par la colonne pays ou encore la colonne country. Alors, comment dirais-je, ne confondez jamais, n'oubliez pas, voilà, n'oubliez jamais le fait que lorsque j'atterris en fait sur les explications, voilà, avec Google Translator, voilà, de Google Chrome, ok, je traduis généralement en français pour vous, comme l'on a dit en fait dans le premier cours de W3C. Alors, vous allez donc vous rendre compte que en traduisant, voilà, les noms des tables, ok, sont également, voilà, malheureusement traduits aussi en français. Mais comme vous connaissez donc déjà les noms de ces tables, puisque la base de données a donc été présentée, donc, en ce moment-là, voilà, tâchez souvent faire attention de ne pas vous poser la question, mais comment on a dit la table client et là, on dit select from customers. Non, c'est juste parce qu'il y a eu une petite traduction.
Ok, revenons donc à notre traduction française. Alors, dans cet exemple, en fait, il est donc écrit, donc, select étoile from customers, order by country. Ok, donc ici, ça va donc sélectionner tous les clients de la table customers et ça va donc les ordonner par pays. Donc, ça va les ordonner par pays. Voyons donc voir comment cela se passe. Donc, on clique donc sur essayer vous-même. Donc, nous essayons donc nous-mêmes cette commande et nous allons voir le résultat que cela affiche. Donc, alors, on les regroupe donc, comment dirais-je, on doit donc les aligner par pays ou encore les ordonner par pays. Alors donc, quel pays va commencer avant l'autre? Est-ce que c'est le Germany qui va commencer avec le Mexique? Est-ce que c'est le G qui vient avant le M, etc., etc. Voyons donc voir cela. Donc, je fais Run SQL et ça m'ordonne en fait mes différents clients en fonction de leur pays. Regardez ce que le résultat m'a apporté. Ce résultat, en fait, commence de la plus petite lettre à la lettre la plus grande. OK? Donc, ça commence par les pays. Ça ordonne, en fait, le résultat par pays. OK? Donc, là, maintenant, les premiers pays sont en A. Donc, tous les clients, par exemple, qui ont des pays dont les noms de pays commencent par la lettre A seront bien évidemment les premiers clients. Là, nous avons donc ce premier client qui nous vient donc de l'Argentine, ce deuxième client qui nous vient également de l'Argentine. Donc, ce sont les Argentins qui sont d'abord devant. Maintenant, on a également l'Australie qui commence avec A. Voilà, Austria. Et puis, nous avons donc la Belgique, Belgium. Voilà, le B. Ainsi de suite, F, G, H, I, J, K, L, M, il n'y a pas de pays qui commence avec K, il n'y a pas de pays qui commence avec, voilà, donc on est donc à M, N, Norway, donc on a Pologne, P, S, voilà, U, V, W, etc., etc. Donc voilà donc comment est-ce que ça ordonne. Pourquoi? Parce qu'on a dit de sélectionner toutes les informations de la table Customers et les ordonner par pays, order by country. Donc, les ordonner par pays. Et voilà donc pourquoi ça doit ordonner par pays. Continuons donc avec notre explication. On nous dit maintenant que, on va donc maintenant voir les, comment dirais-je, hein, les variantes, hein, descending et ascending. Donc, l'instruction SQL suivante sélectionne donc tous les pays de la table customers, tous les clients de la table customers, triés, ok, descendant ou encore triés par ordre descendant, ok, dans la colonne pays. Alors donc ici, bref, on nous dit sélectionne-moi un ordinateur de la table customers, toutes les informations, ok, mais tu les organises ou encore tu les listes en fait par pays, mais de manière descendante. Alors descendant, ça veut dire quoi? Descendant, ça veut dire quand tu descends dans l'escalier, ok, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de partir de la plus grande marche à la plus petite marche jusqu'à ce que tu vas arriver, n'est-ce pas, voilà, au sol. Ok, donc c'est la même chose avec les bases de données. Lorsqu'on dit descending, ça veut dire que tu commences avec le pays ayant commençant par la plus grande lettre, ok, jusqu'au pays commençant par la plus petite lettre. Nous avons vu tout à l'heure que le order by, par défaut, c'est ascendant parce qu'il commence par le pays ayant la plus petite lettre et se termine avec le pays ayant la plus grande lettre. Cependant, nous allons donc voir en fait que avec, lorsque on précise donc ici le 10 ou encore le desk ou encore le descending, ça va donc commencer avec la plus grande lettre. Donc après donc order by country, on va donc ici spécifier descending, donc comme ceci. Donc, une fois qu'on fait desk automatiquement et qu'on fait run, ça commence donc par la plus grande lettre, le V, et ça va donc se terminer par la plus petite lettre, le A. Donc, ça fait que ça liste mes clients, mais ça les ordonne ou encore ça les organise en fait, de telle sorte à ce que les clients dont les pays commencent par la plus grande lettre soient donc à la première position et les clients donc qui sont pas pas les lettres inférieures soient donc à la dernière position. Donc, ça ordonne donc cela par pays. Donc, voilà, donc, nous pouvons donc, lorsque nous sommes, voilà, de cette manière, nous pouvons également donc changer cela en disant, voilà, ASC, pour dire ascending. Donc, si je dis ascending et que je fais run SQL,
parce que nous sommes ici, on commence par Venezuela. Donc, si je dis run SQL, je dois donc recommencer par la lettre A. Donc, run SQL et automatiquement, voilà, ça commence donc avec les lettres les plus petites jusqu'au pays ayant commençons par les lettres les plus fortes. Donc, voilà donc la différence entre ascending et descending. Ça, c'est pour le order by. Alors, maintenant, nous allons donc voir en fait une autre variante du order by, ok, un autre exemple. Ici, on nous dit order by plusieurs colonnes, par exemple. Donc ici, on dit l'instruction SQL suivante sélectionne tous les clients de la table customers triés par ordre croissant, ok, de la colonne de country et décroissant par colonne de customer name. En fait, ici, c'est quoi? Nous voulons trier les clients qui sont comment dirais-je, hein, de la base de données, en fait, customers. Cependant, on voudrait donc les lister par pays, mais par pays quoi? Par pays ascendant. Donc, ça va commencer en fait par la plus petite lettre d'un pays, ok, jusqu'à là, au client ayant la plus petite lettre, pardon, la plus grande lettre en fait des pays. Mais aussi, dans cette même liste, on voudrait que les noms, c'est-à-dire les customer names, les noms des clients, soient écrits de manière descendante. Donc, les pays seront listés de manière ascendante, mais les noms des clients seront listés de manière descendante. Voyons donc essayer cette commande et voir comment est-ce qu'elle marche. Donc là, maintenant, nous avons donc ici une commande qui dit ordinateur, sélectionne-moi toutes les données de la base ou encore ordinateur, sélectionne-moi toutes les données de la table client, ok, et ordonne-les par pays, mais par pays ascendant. Puis, ordonne donc les noms de ces clients par nom descendant. Alors, voyons donc voir ce que cela donne. Quand je clique sur Run SQL, regardez ce qui se passe. Bien évidemment, ça ordonne cela par pays ascendant. OK, donc ça commence par la plus petite lettre A, B, etc., etc. Mais au niveau du customer names, regardez, ça commence en fait par la lettre la plus forte parce que c'est descendant. Donc la lettre la plus forte à la lettre la plus petite. Donc, mais ceci par pays. OK? Alors ici, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose très importante. OK? Vous voyez donc que ce qui a pris la priorité, ce qui a pris la priorité ici, c'est pays. Ça ordonne d'abord par pays ascendant. Ça finit d'ordonner en fait par pays ascendant. Cependant, en background, c'est-à-dire en arrière-plan, ce que l'ordinateur a également fait, c'est qu'après avoir ordonné en fait toutes les informations par pays ascendant, sans maintenant ordonner les noms par ces pays-là, mais de manière à ce que les noms soient descendants. Donc, par exemple, pour uniquement l'Argentine, voici ce que ça a fait. Après avoir listé en fait les 3 clients de l'Argentine, c'est venu donc automatiquement ici. Ça a commencé donc à déplacer l'ordre des noms en fonction comment dirais-je, du nom qui commence par la plus grande lettre au nom qui commence par la plus petite lettre, n'est-ce pas? Donc, c'est P avant Y et Y avant S. Donc, voilà donc pourquoi il a d'abord mis S au départ, puisque c'est descendant, parce qu'on a dit customer name descendant. Donc, au niveau du nom de ceux qui sont en Argentine, OK? Donc, ça commence donc par S, puis Y, puis P. Maintenant, au niveau de ceux qui sont en Australie, OK? Pardon, en Autriche, OK? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence donc par lister les pays, ok, continue parce que ce sont les pays qui ont la priorité au niveau de, comment dirais-je, hein, de l'alignement ou encore au niveau en fait du listing. Donc, puis maintenant, ça vient au niveau des noms et puis ça commence donc par le customer name, pardon, je suis même, j'étais en fait au niveau du contact name, excusez-moi, mais c'est plutôt au customer name, voilà, qu'on doit regarder. Donc, au customer name, vous avez vu que la lettre P commence avant la lettre ER, ok? Puis au customer name, en fait, de ceux qui sont en Argentine, ok? J'ai carrément confondu contact name et customer name, excusez-moi. Donc, ici, ce n'est pas le contact name qu'on devait regarder, mais c'est plutôt le customer name, ok? Donc, vous voyez qu'en Argentine, le nom commençant par R est au départ, puis le O, puis le C. Donc, le C est la plus petite lettre
et c'est pourquoi elle est en bas dans la liste des customer names. Par contre, dans la liste des pays, voilà, le A reste dominant. Mais lorsqu'on va maintenant au niveau de l'Autriche, maintenant, ce qui se passe, le nom qui commence par P, P la plus grande lettre, est en haut, et le nom qui commence en fait par la plus petite lettre E, voilà, est en bas. Mais au niveau des pays, ils font toujours partie en fait parmi les pays en A. Puis maintenant, nous avons également la Belgique, donc Belgium. Le nom qui commence en fait par S, S est supérieur à M, donc S est devant et M vient donc ensuite. Voilà. Vous voyez donc que dans ce listing, c'est le pays en fait qui a la priorité et voilà donc pourquoi en général donc c'est classé par ordre de pays, comment dirais-je, hein, ascendant, mais par ordre de nom par pays descendant. Maintenant, si je change l'ordre des choses, c'est-à-dire maintenant, je veux donc afficher cela donc disons par ordre de customer name descendant toujours. Donc, je déplace tout simplement l'ordre des résultats. OK? Au lieu de faire order by customer name descending et country ascending, pardon, au lieu de faire order by country ascending et customer name descending, comme c'était au départ, je change les positions, OK? Et je mets customer name en priorité avant donc country. Alors, voyons donc voir cela, donc run SQL. Vous voyez donc là maintenant, ça met maintenant les noms en priorité. Donc, c'est la ligne customer name qui a maintenant la priorité. Pourquoi? Parce que nous voyons que cette liste, globalement, n'est plus ordonnée par pays d'abord, mais c'est d'abord organisé par l'ordre des noms, l'ordre des noms décroissants, parce qu'on a dit descending, donc customer name descending, donc customer name décroissant. Voilà pourquoi ça commence par W au niveau des noms et ça se termine par le A au niveau des noms, ok? Ça se termine par A au niveau des noms. Cependant, vous voyez que ça n'ordonne pas forcément, ok, les pays par ordre, comment dirais-je, hein, par ordre ascendant, ok, de manière globale, mais ça va ordonner plutôt ces pays par ordre ascendant par client. Par exemple, voici par exemple les clients de la Pologne. Allons par exemple au niveau de Belgium lorsque, voilà, prenons même la France. Prenons par exemple ces clients de la France. Voici les deux clients de la France par exemple. Vous voyez que la priorité, c'est bien évidemment au niveau des noms, voilà, customer name. Mais regardez ce qui se passe au niveau de la France. La France, quand même, s'est regroupée en fonction de ces noms. OK? Mais c'est quand même la France. La France, c'est le F. Donc, F, c'est ascending, F avant G. Donc, bien que cela a été fait de manière à ce que, voilà, comment dirais les noms prennent les priorités au niveau de l'ordre, mais vous voyez que la France apparaît quand même avant le Germany ou encore l'Allemagne. OK? Donc, France et Germany, voilà, comment dirais-je, hein, viennent de manière ordonnée, c'est-à-dire de manière ascending. Donc, c'est pourquoi on a donc le F et le G, le S, le U, etc., etc. Donc, les pays viennent toujours de manière ordonnée, mais ce sont les clients. Maintenant, la liste générale est faite en fonction de l'ordre d'apparition des noms des clients. Donc, voilà donc en ce qui concerne. Donc, vous voyez maintenant, si je prends l'exemple courant, si par exemple nous voulons donc extraire dans notre base de données, si on prend toujours l'exemple des militants de tout à l'heure, on veut extraire les noms des militants comment dirais-je, hein, de la Côte d'Ivoire et qui sont d'Abidjan et de Dabou, mais par ordre alphabétique. Donc, en ce moment-là, on va mettre maintenant order by, disons, name ou encore le nom, order by nom, voilà, on met tout simplement ASC ou encore ascending. Donc, ASC, donc pour permettre à ce que les noms soient listés de manière alphabétique, par ordre alphabétique. Donc, voilà donc comment cela va se passer. Alors, donc, voilà en ce qui concerne donc la commande, le mot-clé order by, donc qui permet donc voilà, de donner l'ordre d'apparition de vos résultats lorsque vous les extrayez donc dans vos bases de données. Maintenant, nous allons voir la commande, je vais d'abord afficher l'original, la commande insert into. La commande insert into. Puis, à la fin de cela, nous allons donc prendre des questions et des préoccupations. Donc, insert into, c'est la commande que nous allons maintenant voir à partir de maintenant. Alors,
Vous avez donc déjà apprécié et vu la commande select. Vous avez vu en fait sa clause, la clause where. Nous avons appris à gérer les différentes conditions avec la clause where. Nous avons appris même à gérer en fait les opérateurs logiques and, or et not. On sait maintenant à quoi s'attendre lorsque nous voulons donc, comment dirais-je, hein, lorsque nous utilisons ou encore lorsque nous utilisons en fait ces différents opérateurs-là. Nous avons vu le rôle de l'opérateur and, le rôle de l'opérateur or et le rôle de l'opérateur not. Nous avons également vu donc tout à l'heure le mot-clé order by. Pardon, qui consiste donc à lister en fait ou encore à ordonner en fait vos résultats, ok, par ordre d'un critère que vous avez bien évidemment précisé. Donc cependant, nous allons maintenant voir toute une autre commande qu'on appelle la commande insert. Alors, je vais vous donner un petit secret en fait au niveau du SQL. Au niveau du SQL en fait, les commandes dominantes, c'est-à-dire les plus importantes, sont les commandes CRUD. Alors, le CRUD, c'est quoi? Attendez, j'affiche en fait un fichier. Un instant, je vais prendre ou écrire ça. Alors, le CRUD, c'est le C-R-U-D. C-R-U-D. Donc, en français, bon, vous allez lire ça, CRUD, mais c'est une abréviation. CRUD. Donc, C-R-U-D, c'est une abréviation. Le CRUD, c'est tout simplement ce qui résume les 4 commandes dominantes ou encore les plus importantes et indispensables de la gestion des bases de données. Là, il s'agit en fait ici de la commande C, c'est-à-dire le create, la commande create qui permet donc de créer quelque chose au niveau des bases de données, donc créer une base de données et créer une table. Vous avez la commande R, parce qu'après le C, c'est le R c'est pour le read, ou encore, pardon, le R dans la base de données, c'est pour read. Le read, en fait, vous permet tout simplement de lire en fait les données de la base de données. Le read, en fait, ici, se traduit par la commande le select, ok? Donc, select, parce que dans la base de données, on dit en anglais, in a database, we can create, we can read, we can update, and we can delete. CRUD. Donc, on dit, dans une base de données, on peut créer, on peut lire les informations de la base de données, on peut mettre à jour les informations de la base de données et on peut supprimer les informations de la base de données. Vous pouvez mettre ça dans l'abréviation que vous souhaitez en français. Vous pouvez inventer votre abréviation et voilà, vous là, comment dirais-je, hein, vous, comment dirais-je, là, la maintenez comme ça, vous l'enregistrez. Donc, pour vos propres travaux personnels, vous savez maintenant que voilà, les 4 commandes principales en fait de, comment dirais-je, d'une base de données SQL. En fait, là, nous avons donc la commande permettant de créer, create, la commande permettant de comment dirais-je, hein, de lire, c'est-à-dire le select, parce que c'est le select qui nous permet en fait de pouvoir lire le contenu d'une base de données. Donc le select ici est comment dirais-je, hein, traduit en fait par le read. Puis maintenant, nous avons la commande nous permettant de pouvoir update ou encore mettre à jour. Donc c'est la commande U, le update. Donc et puis la commande pour supprimer, le delete. Voilà donc pourquoi en anglais on utilise en fait souvent le sigle CRUD, ok? Donc, en français, vous pouvez donc utiliser n'importe quel sigle que vous voulez, en fait, pour, voilà, avoir cela en esprit. Donc, c'était juste, en fait, un petit astuce hein, pour vous qui êtes maintenant en cours d'administration des bases de données. Alors, nous sommes donc sur la commande insert into. Donc, nous avons donc dit en fait que c'est la commande qui nous permet de pouvoir insérer les données dans la table d'une base de données. La commande insert into permet d'insérer des données dans la table d'une base de données. Ça, c'est comme ça, c'est ainsi que vous exprimez en fait sa fonction. OK? Donc, je ne veux pas des personnes en fait qui vont dire en fait, hein, je ne veux jamais entendre quelqu'un qui dit la commande insert into, c'est pour insérer les données dans une base de données. Ça ne se dit pas. Insérer les données dans une base de données ne se dit pas. On dit insérer les données dans la table d'une base de données. Je vous ai dit que dans l'expertise, les mots sont très importants. Ok, vous n'allez pas voir un expert parler comme quelqu'un qui s'est juste, comment dirais-je, qui s'est arrêté en fait hein, au niveau des cours techniques. Donc, l'expert ne parle pas comme un technicien. Le technicien, en fait, son rôle, comme son nom l'indique, c'est uniquement se concentrer en ce qui concerne la technique. Donc, au niveau même de la compréhension des aspects approfondis, il n'a pas besoin d'aller jusque-là.
Donc, son rôle, en fait, est juste, en fait, d'accompagner les experts et les ingénieurs dans leurs travaux afin donc uniquement d'effectuer tous travaux liés à la technique. Donc, mais l'expert en question, par contre, lui, il doit maîtriser tout ce qu'il fait. Donc, quoi que vous fassiez en tant qu'expert, il faut toujours maîtriser ce que vous faites. C'est ça qui fait de vous un expert. L'expert, ce n'est pas celui qui a un master ou bien un diplôme ingénieur et tout ça. Non. Là, nous sommes maintenant dans le domaine d'expertise. Ce n'est pas ce qu'on nous enseigne dans nos écoles coloniaux. Là, maintenant, nous sommes dans le domaine mondial, le domaine international. C'est-à-dire le langage que vous apprenez aujourd'hui. Quand les gens vont voir ce que vous êtes capable de faire en Afrique, ces mêmes personnes, par exemple, qui vont demander vos services, soit à l'international, parce que maintenant, vous n'êtes pas un expert seulement africain ou seulement de votre pays, mais vous êtes un expert international. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous vous retrouvez avec d'autres experts comme vous, qui viennent d'autres pays, qui peuvent venir en fait hein, de la France, des États-Unis, de la Chine, du Japon, etc. Et donc, il faudrait que vous vous sentiez à l'aise. Lorsque vous parlez entre experts, voilà, comment dirais-je, le langage coule entre vous. Donc, il ne faudrait pas que on a invité quelqu'un, on sait que c'est un expert, mais sa manière d'expliquer, il prend des exemples du quartier pour vouloir expliquer en fait quelque chose qui émane de l'expertise. En ce moment, vous décrédibilisez en fait votre propre expertise. Vous n'êtes pas encore expert en ce niveau. Donc voilà donc pourquoi vous devez toujours en fait hein, vous rassurer de la compréhension des termes que vous utilisez et de la meilleure interprétation de ces termes-là. Lorsque vous donnez une explication, il faudrait toujours être précis sur la manière dont vous donnez l'explication. C'est très important. Et la meilleure manière d'apprendre, c'est de faire des fautes. La meilleure façon d'apprendre, c'est de vouloir vous exprimer et de vous laisser corriger. Donc, même si quelqu'un veut s'exprimer et qui sent qu'il veut utiliser quand même quelque chose pour un début, pour s'exprimer, parce que nous sommes en formation. Donc, il est très important pour que vous exprimez ce que vous ressentez. Si vous n'arrivez pas à utiliser en fait un mot ou un terme hein, lié, convivial à ce que vous voulez exprimer. En ce moment, exprimez d'abord ce que vous ressentez et laissez-vous corriger, parce que la meilleure façon d'apprendre, c'est via la correction. Une fois que vous êtes corrigé, ça vous marque. C'est-à-dire, vous savez, en fait, il existe quelque chose en nous, être humain, qu'on appelle l'ego. L'ego, en fait, est toujours très réactif et il se souvient toujours de ce qu'on lui fait de mal. L'ego n'aime pas quand on le rabaisse. L'ego n'aime pas lorsqu'on veut lui apprendre quelque chose. Parce que l'ego se dit déjà qu'il maîtrise son domaine. Et si l'ego sait qu'il sait faire quelque chose, mais qu'il ne sait pas expliquer, et qu'il voit et qu'il sent que quelqu'un d'autre veut le corriger, automatiquement, ça le marque. Ça le marque et ça produit en lui une frustration. Cette frustration-là fait en sorte qu'il ne va jamais oublier ce que la personne lui a expliqué. Voilà donc pourquoi vous devez utiliser votre ego d'une manière positive. Parce que ça n'a pas seulement comment des points négatifs, mais c'est également une très grande puissance que dont le Seigneur nous a doté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que si tu fais une erreur et que moi je te corrige dans ton erreur, et que même si ce que je me moque même de toi en te corrigeant, en ce moment-là, ce que tu ne sais pas, c'est que ton esprit, ton ego, même pas ton esprit, mais ton ego, est en train d'enregistrer cela dans ta mémoire permanente. Donc, tu ne vas plus jamais oublier ce moment. Tout ce que tu dois faire, c'est de toujours utiliser cela c'est-à-dire dans ton processus d'évolution positif. Mais ne l'utilise jamais pour être voilà, frustré, je ne sais pas, plein de rancœur et tout ça. Non. Voilà donc pourquoi à chaque fois que je reçois des critiques ou à chaque fois que je reçois une suggestion, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. Parce que cela me permet de ne plus jamais oublier l'erreur que j'ai faite. Beaucoup de personnes ne savent pas ça. Vous voyez par exemple les anglophones. Un anglophone, bon, nous dans la session anglophone, on nous a appris cela dès le bas âge. Voilà donc pourquoi vous allez voir qu'un anglophone, lorsqu'il parle français et qu'il fait les fautes, c'est-à-dire il est même parfois même content de faire ces fautes-là. Parce qu'il sait que en faisant les fautes, il suffit qu'une seule personne se moque de lui, automatiquement, ça enrichit son vocabulaire. Ce qu'un francophone n'a pas appris. Et par conséquent, voilà donc pourquoi la plupart des francophones, lorsqu'ils veulent s'exprimer en anglais,
S'il sent seulement qu'il y a une petite erreur qu'il peut faire, automatiquement, il ne s'exprime pas. Pourquoi? Parce que son ego lui dit, si tu fais ça, les gens vont se moquer de toi. Mais lui ne voit pas le bon côté de la moquerie. Il ne voit que le mauvais côté. Si vous apprenez à voir le bon côté de ce que votre ego vous produit en vous, automatiquement, vous allez voir comment est-ce que vous pouvez l'utiliser pour avancer dans tout ce que vous faites. Donc, c'est très important. Donc, continuons donc avec notre, ça c'était une parenthèse, continuons avec notre commande. Alors, la commande insert into, voici donc sa syntaxe. La syntaxe c'est insert into, le nom de la table, entre parenthèses, on précise les colonnes, colonne 1, colonne 2 et colonne 3. Puis maintenant les valeurs, valeur 1, valeur 2, valeur 3. Alors, maintenant vous allez commencer à comprendre pourquoi est-ce que dans le tout premier cours de MySQL, de notre cours d'administration de base de données en MySQL, on a commencé directement par créer une base de données et ensuite par l'administrer avec les commandes que vous connaissez déjà un peu. Cela a été, comment dirais, cela a permis en fait d'asseoir déjà dans votre esprit cette compétence-là. Et maintenant, lorsque vous rencontrez encore ces commandes de manière maintenant approfondie, vous voyez que vous n'êtes plus déphasé. Vous êtes comme quelqu'un qui a déjà fait ce cours et qui l'a même déjà terminé. Donc, ça produit de la confiance en vous. Donc, les personnes qui disaient par exemple que, voilà, est-ce que je vais arriver à comprendre ce type de formation? Vous voyez que ça devient maintenant plus facile pour vous. Et je suis même sûr que beaucoup d'entre vous sont en train de regarder et suivre ce cours en se disant, ah, oui, 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 ça là, on a déjà vu ça, oui. Et ça, c'est le point le plus formidable de l'apprentissage. Lorsque vous arrivez à ce niveau, ça veut dire que la compréhension des aspects plus approfondis seront maintenant une formalité chez vous. Donc, voilà donc pourquoi nous avons commencé par ce TP-là. Vous allez donc comprendre pourquoi au fur et à mesure de ce que nous allons faire. Alors, voici donc la syntaxe comment dirais-je, de insert into, comme nous l'avions donc fait pendant notre deuxième séance de MySQL. Insert into, donc on précise le nom de la table, puis entre parenthèses, on met les noms des colonnes visées, on ferme la parenthèse, puis nous mettons donc les valeurs également entre parenthèses. Mais chaque valeur doit être automatiquement reliée à la colonne spécifiée, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons dit. Donc, alors, je vais donc d'abord remettre cela. On dit, si vous ajoutez des valeurs pour toutes les colonnes de la table, alors vous n'avez pas besoin de spécifier les noms des colonnes dans la requête SQL. Alors, nous avons dit, chers apprenants, que voilà, vous devez ne pas exécuter votre webcam pendant le cours, parce que votre webcam fait donc entrave au texte ou encore au cours, en fait, que ceux qui doivent suivre le cours en CBT auront donc besoin de suivre. Donc, ils ne pourront pas lire, en fait, le contenu du cours parce que vos vidéos seront donc affichées devant ces contenus-là. Donc, prière de ne plus activer vos webcams pendant les cours. Alors, on dit toutefois, assurez-vous que l'ordre des valeurs est dans le même ordre que les colonnes de la table. La syntaxe insert into serait donc la suivante. Insert into table et valeur 1, valeur 2, valeur 3, etc., etc. Qu'est-ce que nous sommes en train d'apprendre ici? On nous dit ici que ce que nous n'avions pas appris au deuxième, comment dirais-je, dans la première séance en fait, dans laquelle nous avons utilisé Insert Into, la séance de base, nous avons vu comment insérer des données dans une table d'une base de données en utilisant la commande Insert Into. Cependant, nous avons également vu que pour insérer des données en fait dans les colonnes de cette table-là, il fallait donc ici préciser des valeurs en fonction de l'ordre d'apparition des tables, ok, pardon, l'ordre d'apparition des colonnes de cette table-là. Donc, s'il y a, par exemple, cette colonne, si c'est la colonne le nom, et celle-ci c'est le prénom, et celle-ci c'est le numéro de téléphone, la colonne numéro 3, numéro de téléphone. Donc, il faudra donc au niveau des valeurs, écrire donc ici le nom, écrire le prénom et écrire le numéro de téléphone. Donc, il ne faudra pas, lorsque vous avez précisé nom, prénom, numéro de téléphone, il ne faudra pas venir ici et vous commencez par numéro de téléphone, prénom et nom. Non, vous ne devez pas commencer comme ça. Donc, vous devez toujours suivre comment dirais-je, l'ordre d'apparition des colonnes, ok, de la table de votre base de données. Alors, on dit donc que lorsque vous voulez donc insérer des données en fait dans
toutes les colonnes de la table de votre base de données. Donc, imaginons que cette table-ci avait donc uniquement 3 colonnes. Donc, en ce moment-là, on n'aurait donc pas eu besoin de spécifier les 3 colonnes en question. En ce moment, on fait tout simplement insert into le nom de la table, puis on met les valeurs, values, entre parenthèses, on met donc le nom, le prénom et le numéro de téléphone, par exemple. Donc, voyons donc voir un exemple avec notre base de données habituelle. Donc, supposons notre base de données actuelle. Donc, la base de données que nous connaissons tous, Customer ID, Customer Name, Contact Name, Address, et puis City, Postal Code et Country. Alors, ici, on nous dit Insert into exemple. Donc, un exemple de la commande Insert into. Alors, ici, on dit Insert into Customers, entre parenthèses. Donc, on dit insérer, ordinateur, insère des données dans la table Customers. Puis maintenant, entre parenthèses, on précise donc les différentes colonnes de cette table-là. Donc, on a la colonne Customer Name, on a la colonne Contact Name, on a la commande Address, on a la commande City, Postal Code et Country. Maintenant, ici, on dit Values. Values veut dire en anglais valeur. Donc, c'est un code ou encore un mot-clé du langage SQL qui indique à l'ordinateur que ce qui suit dans les parenthèses, ce sont les valeurs à insérer dans les champs ou encore dans les colonnes si précisées. Donc, cependant, on met donc values, on met values entre guillemets, c'est-à-dire ça c'est maintenant les côtes, entre côtes ou encore entre guillemets de 4. On met cardinal. Quand on met cardinal comme ceci, ça veut dire que cardinal va entrer dans la colonne Customer Name. Donc, dans Customer Name, on met cardinal. On met Tom B. Erichsen, ça c'est un nom allemand. Donc, on met dans Contact Name. Et puis, dans Address, on met Skagen 21. Dans City, on met Stavanger. Dans Postal Code, on met 4006 et dans Country, on met Norway. Donc, voilà donc en ce qui concerne cette commande. Voyons donc essayer donc cette commande. Donc, on va essayer donc cette commande nous-mêmes. On met insert into customers, le nom de la table. Entre parenthèses, on précise donc les champs. Et puis, on insère donc les données en fonction de l'ordre d'apparition de ces champs-là. Donc, voyons donc voir Run SQL. On dit You have made changes to the database row affected one. Donc, en ce moment-là, nous voulons donc, lorsque vous recevez ce message avec W3School, ça veut dire que la requête s'est bien passée. Donc, vous avez inséré en fait ces personnes-là. Maintenant, si vous voulez rechercher donc la personne qu'on vient de, comment dirais, d'insérer ici, donc on a dit insert into customers, voilà ces valeurs-là. Donc, maintenant, je vais donc rechercher cette personne. Son nom, c'est quoi? Customer name est égal à cardinal. Donc, pour rechercher cette personne dans la base de données, on va écrire quelle commande? Qui peut me dire la commande que nous allons donc écrire? Parce que nous venons d'insérer un nouveau client dans la base de données Customers. Cependant, on veut vérifier bien évidemment que le client est dans cette base de données. Donc, nous voulons donc extraire les informations concernant ce client-là dans la base de données Customers. Qu'est-ce que nous allons donc faire pour ce nouveau client que nous venons donc d'ajouter? Qui peut me dire ce que nous allons écrire comme commande? Alors, il y a M. Doucouré qui a levé la main. M. Doucouré, on vous écoute. Bonjour docteur, bonjour tout le monde. Bonjour. La commande qui va nous afficher la table customer, les informations de la table customer qu'on vient d'insérer, Oui. c'est la commande, nous allons dire à l'ordinateur de nous faire sortir les informations de la table customer. Alors, nous allons dire select étoile from customer. OK. Vous avez dit select?
Étoile. étoile, from, Oui. customer. Customer. C'est-à-dire, nous allons dire, oui, nous allons dire à l'ordinateur de nous faire sortir, oui, de nous faire sortir les données, les informations de la table client, customer. Oui. Tous les données de la C'est table tout. client. On veut uniquement, Oui, c'est on veut uniquement les données de cette personne qu'on vient d'ajouter. Uniquement ces données. uniquement ces données. Oui. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme Ces critère? données, Par exemple, oui. qu'est-ce qu'on peut mettre quel critère ici pour extraire uniquement les données de cette personne-là? Il s'appelle Cardinal. Son nom de contact, c'est Tom B. Erickson. Et puis, il vit dans Skagen 21, voilà, dans la ville de Stavanger. Et puis, son code postal, c'est ceci et son pays, c'est Norway. Donc, maintenant, je voudrais entrer une commande SQL qui va me ressortir uniquement les informations de cette personne ici-bas dans les résultats. Parce qu'on me dit dans les résultats déjà qu'il a Nous déjà allons été dire, ajouté dans la base de données. Donc, qu'est-ce que je fais? nous allons dire where, Voilà, where, customer name customer name égale cardinal. égale cardinal. C'est ça? Donc, Oui. c'est tout? On va mettre toutes les informations, virgule. Bon, essayons d'abord celle-ci et puis voir. Donc, on sélectionne toutes les données de la table Customers where le nom du client est égal à cardinal. Donc, on fait Égale run SQL. cardinal. Voilà, et effectivement, il n'y a qu'une seule personne qui s'appelle cardinal dans la base de données. Donc, on a reçu ces Voilà. informations. OK. Alors, pour D'accord. que cela soit plus D'accord. compréhensif chez tout le monde, nous allons insérer une autre personne. OK, on va dire contact name. On va par exemple dire Koulibaly. On va dire contact, customer name Koulibaly. Contact name, on va dire par exemple contact name ici. Bon, lorsqu'on parle de client et qu'on parle de nom de contact ou encore contact name, ça veut dire en fait la personne qui est notre contact entre cette personne, le client et l'entreprise. Donc, prenons un nom comme ça, par exemple James. Contact name, on met James. On met adresse. On met par exemple, voilà, Yopougon. City, on met Abidjan. Voilà, on met 00225, code postal. Et voilà, le pays, on met par exemple Côte d'Ivoire. Bon, je vais mettre cela en un seul mot. Côte d'Ivoire. Puis, une fois cela effectué, je vais donc cliquer sur Run SQL. OK. Maintenant, je vais donc chercher dans ma base de données s'il y a quelqu'un qui s'appelle Koulibaly. Donc, on va donc faire Select, étoile, from, customers, where, customer name est égal à Koulibaly. Donc, comme c'est une chaîne de caractères, je mets cela entre côtes ou encore entre guillemets. Pardon. Puis, je vais donc faire Run SQL et Koulibaly se trouve donc dans cette base de données-là. Si vous êtes avec moi dans cette épée depuis le début, voilà, vous allez voir que si vous faites même déjà cette même requête chez vous, vous allez voir que Koulibaly va sortir au niveau, voilà, de la base de données en fait. Donc, si vous êtes également connecté à cet exercice-là, parce que c'est une base de données réelle en fait.
Alors maintenant, nous allons donc voir, nous allons donc poursuivre avec cette commande, la commande insert into. Et on nous dit en fait que insérer des données uniquement dans les colonnes bien spécifiques. Donc on nous dit insert into customers. On précise uniquement les données hein, que nous voulons donc. Alors ici c'est exactement la même chose, hein, donc rien ne change. Juste que là maintenant, si on veut réduire hein, le nombre de colonnes, on peut donc les réduire. Donc on veut, disons par exemple, uniquement inscrire un nom, une ville et un pays. On n'a pas besoin d'inscrire en fait le code postal. Disons que ce n'est pas obligatoire, le code postal, ce n'est pas obligatoire de préciser en fait les autres informations comme le nom de contact, contact name, l'adresse et tout ça, ce n'est pas obligatoire. Et donc par conséquent, on se limite uniquement au nom du client, à sa ville et à son pays. Donc en ce moment-là, nous allons donc écrire donc ce type, la même commande quoi, c'est-à-dire la même syntaxe, mais en variant les colonnes en fonction des colonnes en fait qui sont concernées par notre requête. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou des préoccupations par rapport à cela? Si c'est clair pour tout le monde, vous confirmez en fait la clarté hein, par message. D'accord. Bien. Nous allons donc continuer avec le prochain cours. Donc voilà donc en ce qui concerne la séance de notre formation en administration des bases de données avec MySQL. Donc nous allons donc poursuivre avec les autres commandes à partir de la prochaine séance. Donc en espérant que cette séance a été donc bénéfique pour chacun d'entre vous. Je vous donne donc rendez-vous à partir de la prochaine séance sur le cours administration des bases de données en MySQL. Merci.